Je ne parle pas beaucoup, monsieur, mais je sais cuisiner, dit le rancher solitaire en la regardant, avant d'ajouter, vous êtes engagé, et vous êtes chez vous. Territoire de l'Arizona, fin de l'été 1884, le soleil commençait à se coucher derrière les collines couvertes de poussière, projetant de longues ombres sur les plaines. Le vent soulevait la terre rouge de la route, formant de minuscules tourbillons qui dansaient sur les ornières des charrettes et l'herbe sèche. La chaleur était tombée, mais l'air collait encore à la peau comme un manteau de cuir usé. Silas Hart se tenait sous le porche de sa maison, les bottes bien ancrées au sol, les bras croisés, observant le vent se calmer. Il était en train de réparer les gonds de la porte de la grange lorsqu'il l'entendit, un coup, doux mais délibéré. Il se retourna au bord du porche. Debout, comme si elle pouvait s'effondrer à tout moment, se tenait une jeune fille, âgée de 19 ou 20 ans, maigre comme un clou, chaussée de bottes usées, vêtue d'un châle effiloché dont les fils flottaient comme des toiles d'araignée dans la brise. Elle tenait dans ses mains une marmite en fonte comme s'il s'agissait du dernier trésor au monde. Elle ne souriait pas. Elle ne mendiait pas. Sa voix était cassée, mais son regard était fixe. Je ne parle pas beaucoup, monsieur, mais je sais cuisiner. Silas ne dit rien. Il l'observa, remarqua ses lèvres gercées, ses genoux qui tremblaient mais ne fléchissaient pas, ses mains couvertes d'ampoules qui serraient pourtant ce pot comme s'il renfermait le souvenir de sa mère. Il fronça les sourcils. « Votre nom » demanda-t-il. « Clara » répondit-elle, d'une voix douce comme une prière. Il regarda derrière elle, le long du sentier, pas de chariot, pas de mule, rien d'autre que de la poussière et le soleil couchant. « Vous avez de la famille ?» Elle secoua la tête une fois. Il baissa les yeux vers ses doigts nus agrippés à la marmite, dont le bord était noirci par la suie, comme si elle avait vu plus de feu de camp que de cuisine. Pendant un long moment, rien ne passa entre eux, si ce n'est le silence et le craquement du bois dans le vent. Puis il s'écarta. « Tu es engagé, dit-il, avant d'ajouter d'une voix calme qui ressemblait presque à une capitulation, et tu es chez toi. » Les épaules de Clara s'affaissèrent, non pas par défaite, mais comme si elle se débarrassait d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle s'avança, ses bottes ne faisant presque aucun bruit sur le porche. Il ne lui tendit pas la main, ne lui posa pas d'autres questions. Elle le dépassa, les yeux scrutant le porche, la porte, les coins, et entra dans la maison comme quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds dans ses souvenirs. À l'intérieur, c'était propre mais froid, le mobilier était clairsemé, il n'y avait pas de fleurs, une bouilloire rouillée sur la cuisinière, la cheminée balayée mais intacte. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, penchant la tête. « Où dois-je dormir » Silas désigna la pièce du fond. « Il y a un lit de camp. Les draps sont propres. Il y a de l'eau dans le bassin. Demain, nous parlerons des tâches ménagères. Ce soir, tu manges. » Elle acquiesça d'un signe de tête et disparut dans le couloir. Silas resta seul un moment, le soleil était maintenant à moitié couché. Il regarda à travers le ranch, des champs secs, 2 vaches, un poulailler à moitié effondré et un silence qui s'était étendu sur trop d'hiver. Puis il rentra, ferma la porte derrière lui et, pour la première fois depuis des années, ne la verrouilla pas. L'odeur du pain était la première chose dont Clara se souvenait de son enfance, chaude et épaisse, s'élevant à travers les fissures du plancher. Son père, George Lynn, travaillait au four de la boulangerie Millstone avant l'aube, les mains toujours couvertes de farine et de brûlures. Sa mère, Lillian, cousait des tabliers et fredonnait dans une langue que Clara n'avait jamais apprise. Ils étaient pauvres, mais ils restèrent ensemble jusqu'à l'hiver 74, lorsque la toux de sa mère devint sanglante et que le médecin déclara qu'il n'y avait plus rien à faire. Clara avait 14 ans lorsqu'elle vit son père presser des compresses froides sur un front qui ne les sentait plus. Elle enterra sa mère dans une fosse commune avec une croix en bois sculptée dans la pelle à pain de son père. Puis, 2 ans plus tard, la mine s'effondra. George avait pris un deuxième emploi comme mineur de charbon pour rembourser les dettes contractées pour les médicaments de Lillian. On n'a jamais retrouvé ses jambes. Clara avait 16 ans lorsqu'elle s'est retrouvée seule. Elle a essayé de garder la boulangerie, elle savait mélanger, pétrir et reconnaître le pain à son odeur. Mais dans cette région, les femmes n'avaient pas le droit d'exercer une activité commerciale sans le nom d'un homme. Le propriétaire, Cyrus Elwood, l'a laissé rester quelque temps, puis il a commencé à verrouiller la porte arrière et à s'attarder trop longtemps. Alors qu'elle était penchée au-dessus du foyer, elle partit une nuit avec des bleus sous son col et la marmite en fonte que sa mère utilisait autrefois pour faire cuire des mûres. C'était tout ce qu'elle avait. Elle marcha d'abord vers l'est, en direction de Haddon's Fork, pensant que l'église pourrait peut-être l'aider.
Mais la femme du révérend serra sa Bible contre elle lorsqu'elle s'approcha. Et un garçon à l'épicerie cria « Aucun mari ne suit celle-là ». Elle mendia en silence, tendant sa marmite. Dans la ville suivante, elle proposa de cuisiner en échange du gîte. L'aubergiste la laissa faire la vaisselle. La troisième nuit, il ouvrit sa porte sans frapper. Elle lui donna un coup de louche sur le nez et s'enfuit avant l'aube. 3 villes, 4 jours, de la neige dans ses manches, des ampoules dans ses bottes. Elle dormit sous les roues des charrettes, une fois derrière la forge d'un forgeron où un ivrogne lui jeta sa bouteille de whisky parce qu'elle ronflait. Lorsqu'elle aperçut le portail en bois d'un ranch au milieu de nulle part, ses lèvres étaient gercées et son ventre avait oublié la chaleur. Elle se tenait devant la clôture, une main agrippant la marmite en fonte, l'autre serrant son châle contre elle. « Je ne veux pas de votre pitié, murmura-t-elle à personne en particulier, juste votre feu. » Puis le monde bascula sur le côté. Elle ne se souvenait pas de sa chute, seulement de la terre contre sa joue, du bruit des sabots, d'une voix rauque et lointaine, que quelqu'un aille chercher de l'eau. Quand elle se réveilla, ce n'était pas le lever du soleil, c'était trop calme, trop chaud. L'odeur de l'avoine qui bouillait sur la cuisinière, une pièce au mur de pierre, une couverture qui sentait le cèdre et un homme aux mains rugueuses qui plaçait son pot près de la cheminée comme s'il était en verre. Il ne l'avait pas pris, c'est ainsi que Clara-Lynn sut qu'elle n'avait pas été volée, mais seulement sauvée. Elle garda néanmoins une main sur la poignée toute la nuit, au cas où. La porte grinça lorsque Silas Hart l'ouvrit, révélant une pièce plongée dans l'ombre et la poussière. « Tu peux rester ici », dit-il simplement en désignant le lit d'un signe de tête sans la regarder dans les yeux. Sa voix était calme, mais la façon dont il s'attarda sur le seuil suggérait que la pièce avait plus d'importance que les quelques mots prononcés à voix haute. Clara entra, ses pieds nus effleurant le plancher frais, usé et lisse par des années de pas silencieux. L'air transportait une légère odeur de lavande, depuis longtemps fanée mais tenace. Le lit était soigneusement fait dans le coin, recouvert d'une couette cousue à la main, dont les bords n'avaient pas été touchés récemment. Une nappe en dentelle, jaunie par le temps, était posée sur la table de chevet. Une étagère au mur contenait une brosse à cheveux en bois, un miroir fissuré et une paire de gants brodés, raidis par le temps et les souvenirs. C'était à elle. Clara demanda doucement, non pas pour fouiner, mais simplement pour confirmer ce que la pièce lui avait déjà révélé, comme un lieu peut murmurer une perte sans prononcer un mot. Silas acquiesça légèrement, les yeux rivés sur le cadre de la porte. « Ma femme, Lilian. La fièvre l'a emportée, au printemps 74. » Clara baissa les yeux, la voix faible. « Je la garderai propre. Je vous le promets. » Il resta immobile un instant, puis se retourna sans un mot, la laissant seule dans la pièce où les fantômes hantaient encore. Elle resta longtemps silencieuse, passant la main sur le bord de la commode, prenant soin de ne rien déplacer. De la poussière collait à ses doigts. Elle se dirigea vers la fenêtre, dont les vitres étaient striées par le temps, et tira le rideau juste assez pour laisser entrer un rayon de lune. Avec précaution, elle plia sa couverture sur la chaise et s'assit sur le bord du lit, ne sachant pas si elle était à sa place, mais reconnaissante de ne pas être dehors. Le lendemain matin, Clara ouvrit la porte et trouva un fagot de bois et 2 œufs frais posés sur le banc juste devant. Pas de mots, pas de coup à la porte, juste là, une offrande silencieuse de quelqu'un qui ne savait pas comment lui souhaiter la bienvenue. Elle les apporta à l'intérieur et entra dans la cuisine, puis s'arrêta. Il faisait plus froid que prévu. Le foyer était froid depuis longtemps. Des toiles d'araignée collaient aux poutres du plafond. La cuisinière était recouverte d'une couche de cendres grises, comme si le dernier feu s'était éteint tranquillement une nuit et que personne n'avait eu le cœur de le rallumer. Les casseroles rouillées, autrefois fièrement suspendues à leurs crochets, pendaient comme des bras fatigués. Elle traversa lentement la pièce, effleurant les comptoirs du bout des doigts. Des marques de couteaux marquaient le bois où des oignons et des pommes avaient autrefois été coupés. Une boîte d'herbes séchées, non ouverte, reposait sur une étagère poussiéreuse. Elle la prit et la tourna dans sa main. Quelqu'un avait aimé cet endroit, puis l'avait abandonné. Elle retroussa ses manches, attacha ses cheveux, trouva un chiffon, fit bouillir de l'eau et frotta les comptoirs jusqu'à ce que le grain du bois apparaisse. Elle ouvrit toutes les fenêtres, laissant entrer la pâle lumière du matin. Le vent était vif, mais sentait bon, comme s'il exhuma un souvenir. Elle trouva un bol bleu ébréché caché au fond d'un placard, le lava 2 fois, puis y cassa les œufs. Ses mains tremblaient, mais le rythme du fouettage l'apaisait. Elle ajouta du sel provenant d'un pot presque plein, hachait finement des oignons et se déplaçait comme quelqu'un qui avait toujours su manier le feu et la faim. Alors que l'odeur des œufs et de la chaleur commençait à embaumer l'air,
elle tendit le bras et raccrocha un rideau décoloré par le soleil. Un triangle de lumière dorée se répandit sur le vieux parquet, se reflétant sur quelque chose coincé entre deux livres. Elle se pencha, une photographie, usée et défraîchie sur les bords, à peine accrochée au cadre, représentant une femme aux yeux bienveillants et un garçon souriant timidement à ses côtés, la défunte épouse et le fils de Silas Hart. Clara Lynn la fixa longuement, puis baissa la tête. « J'en prendrai bien soin », murmura-t-elle, sans savoir si elle parlait de la photo, de la maison ou du silence qui s'y accrochait encore, peut-être les trois à la fois. Plus tard dans la journée, le plancher craqua doucement lorsque Silas entra dans la cuisine, son ombre s'étirant vers la cheminée. Il s'arrêta, renifla l'air, sans insistance, juste par curiosité. « Tu as utilisé le temps, dit-il, plus comme une affirmation que comme une question. Clara, essuyant la farine sur son tablier, leva les yeux. C'était encore bon. Il acquiesça d'un signe de tête. Clara aimait que ses œufs prennent leur temps. Elle croisa son regard. Alors je continuerai à l'utiliser. Silas partit sans un mot, ses bottes résonnant doucement sur le porche. Ce soir-là, Clara remarqua que le petit bois près du poêle était empilé un peu plus haut, avec plus de soin, et elle remua le ragoût un peu plus longtemps, laissant la chaleur s'installer profondément dans les murets, peut-être, en lui. La neige s'était ramollie dehors, le vent s'était calmé, laissant le ranch respirer à nouveau. À l'intérieur, l'air était réchauffé non seulement par le feu, mais aussi par quelque chose d'inconnu, une odeur qui n'avait pas envahi ses murs depuis des années, une odeur de foyer. Les os de poulet mijotaient doucement, le romarin tissait sa subtile promesse à travers la vapeur qui s'élevait, et la douceur légère du pain de maïs frais refroidissait près de la cheminée. Clara se tenait près du poêle, prenant soin de ne pas renverser une goutte, versant la soupe de poulet dans un bol en céramique profond qui avait autrefois appartenu à la femme de Silas. Le bouillon scintillait d'une couleur dorée à la lumière de la lanterne, rempli de rondelles de carottes tendres, de cubes de pommes de terre et d'un soupçon de romarin, pas tiré d'un livre de cuisine, mais ancré dans sa mémoire, une recette transmise par sa mère, apprise par cœur autour d'un poêle crépitant et de berceuses partagées qui apaisaient un enfant endormi. À côté du bol, elle plaça une tranche de pain de maïs, dont les bords étaient juste assez dorés pour se casser avec un léger craquement. Elle passa ses doigts sur la croûte, se souvenant comment sa mère tapotait doucement la pâte avant la cuisson, fredonnant des mélodies qui ressemblaient à la lumière du soleil. Elle porta l'assiette à la table et recula. Silas était déjà assis, les mains rugueuses posées sur ses genoux, les yeux indéchiffrables dans la faible lumière de la cuisine. Il regardait la nourriture avec une intensité silencieuse, comme s'il goûtait quelque chose qui allait bien au-delà de la saveur. Clara lui fit un signe de tête discret, la voix douce comme la neige qui tombait. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un repas de ferme. Il ne répondit pas, à la place, il prit la cuillère et la plongea dans la soupe. La pièce fut plongée dans un silence plus épais que la vapeur. Tout ce qu'elle entendait était le lent grattement du métal contre la céramique, le doux tic-tac de l'horloge de la cheminée et le crépitement subtil du feu dans l'âtre, chaque instant s'étirant plus longuement que le précédent. Elle se tenait raide, les mains jointes devant elle, attendant non pas des compliments, mais la permission de croire que cela suffisait. Silas finit la moitié de son bol avant de poser la cuillère avec un soin délibéré. Il prit une inspiration, comme s'il goûtait les mots avant de les prononcer. « Le pain de maïs est du genre qui tient bien », dit-il d'une voix basse et mesurée. Clara se détendit et acquiesça. De la semoule de maïs et du sein doux, pas d'œufs. C'était l'astuce de maman quand les poules ne pondaient pas, il écouta, les yeux fixés sur le bol, avant de le lui tendre. Bonne soupe. Son cœur se remplit de joie, mais sa voix resta faible. Merci. Il se leva, remit sa cuillère dans le bol et sortit dans le froid. La porte moustiquaire claqua doucement derrière lui. Clara expira, les épaules s'affaissant alors que la tension quittait son corps. Elle se retourna vers l'évier, traînant le bol derrière elle, toujours tendu comme si elle attendait le moment où il changerait d'avis, mais elle sentit plutôt quelque chose s'installer en elle, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Plus tard dans la nuit, elle traversa la cuisine, une bougie à la main et une couverture bien enroulée autour des épaules point sur un coup de tête, elle s'arrêta sur le seuil, sentant plutôt que voyant. Silas Hart se tenait près de la fenêtre, immobile, sa silhouette se découpant contre la vitre sombre, le reflet faible du feu de cheminée derrière lui. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, silencieux et immobile. De là où elle se tenait, Clara pouvait sentir le poids de son regard, non pas sur le ciel nocturne, mais sur la cuisine elle-même. La casserole était toujours sur la cuisinière, sa lueur se répandant dans l'obscurité.
L'arôme du temps flottait dans l'air, doux et terreux. Il ne la voyait pas, mais Clara voyait tout, la fermeté de sa mâchoire, la façon dont ses épaules s'étaient légèrement détendues. Ce n'était pas un homme qui se méfiait de sa cuisine ou de ses mains, c'était un homme qui n'avait rien laissé l'approcher depuis de nombreuses années, un homme qui avait construit des murs de silence, brique par brique, pour se protéger des trahisons du monde. Elle comprit alors qu'il craignait qu'apprécier quelque chose de simple, un bol de soupe chaude, une tranche de pain de maïs chaud, une cuisine tranquille remplie de la vie ordinaire ne risque de lui rappeler ce qu'il avait perdu. Elle déglutit, les yeux fixés sur son reflet, murmurant dans la pénombre, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, « Tu peux faire confiance aux petites choses, Silas. Juste les petites choses. » Derrière elle, le feu ne s'éteignait pas, il crépitait doucement, promettant que la chaleur pourrait revenir, que certaines pertes pourraient être guéries, un repas tranquille à la fois. Le ciel nocturne s'étendait à perte de vue au-dessus des plaines, les étoiles piquant la nuit veloutée comme si quelqu'un avait cousu de la lumière dans le ciel. Le vent était doux pour une fois, s'enroulant autour du porche comme un vieux chien se reposant à leurs pieds. Clara était assise sur la marche du haut, un châle enroulé autour des épaules, les genoux repliés contre sa poitrine. Silas était assis à côté d'elle, les bottes fermement plantées dans le sol, le chapeau rabattu sur les oreilles pour les protéger du froid. Ils avaient dîné en silence, des navets rôtis, des restes de ragoût, des tranches de pain de maïs préparées le matin même. Maintenant, ils étaient assis ensemble, sans parler, sans en avoir besoin. Le silence était pesant, comme une couverture qui les enveloppait. Au bout d'un moment, Clara le rompit d'une voix douce. « Ma mère a déjà brûlé tout un plateau de biscuits, dit-elle, elle les avait laissés trop longtemps au four pendant qu'elle me racontait comment mon père lui avait demandé de l'épouser. » Silas pencha la tête, les yeux toujours fixés sur le ciel. Nous n'avions pas grand-chose ce jour-là. Elle était tellement en colère contre elle-même qu'elle pleurait et jurait comme un charretier, mais mon papa en a pris un, a dit, l'amour brûlé reste de l'amour s'il est chaud, et il a tout mangé. Un petit rire lui échappa. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer. Puis maman s'est mise à rire aussi. Elle s'en voulait toujours plus qu'à quiconque. Les coins des lèvres de Silas se relevèrent, puis il rit à peine, un son doux et bref, mais réel. C'était la première fois que Clara l'entendait rire. Elle se tourna légèrement, jetant un coup d'œil à la lumière des étoiles. Son visage semblait plus doux que d'habitude, les ombres plus gentilles. Elle ne dit rien de plus, laissant simplement le silence s'installer entre eux. Lorsque la nuit s'intensifia et qu'ils se levèrent pour rentrer, Silas s'arrêta près de la porte. « Je réparerai la table à manger demain, dit-il. » Clara cligna des yeux. « Pourquoi ?» Il haussa les épaules, d'une voix basse. « Tu as besoin d'espace pour étaler la pâte. Ce vieux buffet est trop étroit. » Clara acquiesça, le cœur battant un peu plus fort. « Merci, dit-elle. » Le lendemain matin, avant le lever du soleil, elle le trouva dans la salle à manger, les manches retroussées, en train de poncer le bord de la longue table en chêne. La surface s'était déformée au fil des ans, courbée par la chaleur, les éclaboussures et le temps. Il travaillait silencieusement, méthodiquement, lissant le bois avec un soin patient. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant faire. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, dit-elle. » Il continua à poncer. « Vous ne demandez pas grand-chose. Ça me semble juste. » Cet après-midi-là, elle fit à nouveau de la pâtisserie. Cette fois, ce furent des petits pains sucrés, légèrement dorés, badigeonnés de miel. Lorsqu'elle lui en apporta un, il le prit dans sa main calleuse et le mordit sans un mot, mais lorsqu'il la regarda, juste un instant, juste un regard, elle vit que quelque chose avait changé, pas grand-chose, mais quelque chose. Une semaine plus tard, elle trouva un nouveau rouleau à pâtisserie sur l'étagère. Il n'était pas vraiment neuf, juste fraîchement sculpté dans du chêne, façonné à la main. Il s'adaptait parfaitement à sa main. Il n'y avait pas de mots, aucune mention, mais elle savait, et elle murmura dans la farine ce matin-là, certains hommes aiment, plus fort sans parole. Et la pâte leva très bien. La journée avait été longue et sèche. Clara passa la matinée à pétrir du pain et l'après-midi à étendre du linge humide sur la clôture. Le vent les secouait comme des mains agitées, et Clara sentait qu'une tempête se préparait, même si le ciel restait bleu. Au coucher du soleil, elle était dans la cuisine, en train d'épousseter la farine de son tablier, quand on frappa à la porte, non pas à la porte d'entrée, mais à la porte latérale. 3 coulant contre le poteau en bois, puis le silence. Silas Hart était encore dans le pâturage, en train de vérifier le canal d'irrigation.
Clara sortit prudemment sur le porche, un chiffon à la main, le cœur battant comme toujours lorsque le monde lui semblait trop calme. Un homme se tenait à la porte, grand, mince, avec un sourire en coin qui ne dégageait aucune gentillesse. « Eh bien, dit-il, quelle surprise !» Clara se figea. Il s'appelait Silas, non, l'autre homme. Il vivait 2 chambres plus loin qu'elle dans la pension de Junction Hollow, l'un des endroits qu'elle avait traversé dans sa fuite vers l'ouest. Il ne l'avait jamais touchée, mais il la regardait, lui parlait d'une voix trop douce, sentait la sueur et le whisky aigre. Il lui avait offert des choses qu'elle n'avait jamais demandées, puis était devenu cruel lorsqu'elle avait refusé. « Je ne faisais que passer, dit-il en s'approchant, j'ai vu la fumée sortir de la cheminée et je me suis dit que quelqu'un ici aurait peut-être un plat à me donner. Je ne pensais pas te trouver, toi parmi tous les autres. » Clara serra le chiffon plus fort. « Je croyais que tu étais parti pour de bon, dit-il en balayant du regard la cour, le porche, la table derrière elle. Mais regarde ça, du linge propre, des fleurs sous le porche, une robe propre. Tu dois bien t'en sortir. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Tu cuisines toujours ? Je me souviens du ragoût que tu avais préparé pour la vieille veuve du 2e étage, ça sentait le repas du dimanche. » Il se pencha légèrement vers elle, baissant la voix. « C'est drôle, tu ne m'as pas dit au revoir quand tu es parti. Je pensais qu'on était amis. » Clara recula d'un pas, puis elle entendit des pas, fermes et déterminés. Silas était revenu du pâturage en silence, comme si la terre elle-même l'avait averti. Sa chemise était humide de sueur, un gant à moitié retiré, les yeux rivés sur l'homme à la porte. Il resta silencieux un instant, puis se plaça à côté de Clara. Il fit alors quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Sans un mot, il posa doucement sa main sur son épaule, un petit geste, mais qui en disait long. Quand il prit enfin la parole, d'une voix calme mais assurée, il dit « Elle ne va nulle part, elle travaille ici, c'est ici qu'est sa place. » L'autre homme cligna des yeux, son charme vacillant puis disparaissant. « Eh bien, je ne voulais pas dire quoi que ce soit, » marmonna-t-il en reculant d'un pas. « Je ne faisais que passer. » Il souleva son chapeau. « Bonne chance, mademoiselle Clara. » Puis il se retourna et s'éloigna dans la poussière. Clara resta immobile, le souffle coupé quelque part entre sa poitrine et sa gorge. Silas ne dit rien de plus. Il ne resserra pas son étreinte, ne la regarda pas, garda simplement sa main là pendant quelques secondes, puis la lâcha et recula, lui laissant de l'espace. Elle se tourna vers lui. « Merci, dit-elle d'une voix tremblante. »« Vous ne me devez pas de remerciements, répondit-il. Une bonne cuisinière mérite une cuisine sûre. » Mais ses yeux en disaient plus long. Plus tard dans la soirée, après le souper, Clara se tint près de la fenêtre et regarda l'horizon, se demandant si l'homme était vraiment parti, s'il avait dit quelque chose à quelqu'un, s'il reviendrait. Silas était dans l'atelier, en train d'aiguiser des outils, mais lorsqu'elle entra dans la cuisine le lendemain matin, elle trouva un fer à cheval neuf accroché au-dessus de la porte arrière, un talisman discret, un signe de protection. Elle savait sans avoir besoin de demander que c'était Silas qui l'avait mis là. Elle toucha la courbe du fer, puis alla attiser le feu. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait pris sa défense sans rien demander, sans condition, simplement parce qu'elle était là, simplement parce qu'elle comptait et cela faisait toute la différence. Le soleil matinal se glissait par la fenêtre de la cuisine, peignant le sol en bois de ruban doré. Clara se tenait pieds nus près du comptoir, les manches retroussées, les doigts saupoudrés de farine. La pâte était prête, moelleuse, riche en babeur et en beurre, et le vieux coupe-pâte en étain attendait à ses côtés. Derrière elle, Silas s'attardait près de la porte, les bras croisés, le visage impassible. « Tu as dit que tu n'avais jamais appris à cuisiner, » dit-elle sans se retourner. « C'est vrai, » admit-il, « j'ai toujours été plus doué pour brûler les aliments que pour les faire dorer. » Elle sourit et tapota la pâte. « Aujourd'hui, nous avons remédié à cela. » Il hésita, puis s'avança maladroitement et tira une chaise à côté d'elle à la longue table. Clara le guida à chaque étape, d'une voix calme et patiente. « Couper, presser, plier. Ne travaillez pas trop la pâte. Le beurre doit rester froid. » Silas écoutait attentivement, essayant de suivre chacun de ses gestes, mais ses grandes mains étaient maladroites. Un biscuit était de travers, un autre trop fin. Clara rit, sans cruauté ni moquerie, juste avec chaleur. « Celui-là ressemble au Kansas après les inondations », le taquina-t-elle gentiment. Il le regarda, pencha la tête et rit doucement. « C'est quand même mieux que le dernier. »
Tu progresses, dit-elle, les yeux brillants. Le four réchauffait la pièce et bientôt, l'odeur de la cuisson emplit l'air, riche, beurrée, légèrement sucrée. Elle les enveloppait comme un souvenir de chez eux. Ils s'assirent côte à côte pendant que les biscuits doraient, parlant de tout et de rien. Clara lui parla du vieux tablier de sa mère, qui avait été raccommodé tant de fois qu'il ressemblait à une courte pointe. Silas lui parla de son premier cheval, une jument têtue nommée June, qui refusait d'aller où que ce soit sans une carotte. « Mais tu as toujours ce tablier ?» demanda-t-il doucement en la regardant. Clara baissa les yeux. « Non, c'est l'une des choses que j'ai dû laisser derrière moi. » Il hocha la tête, sans rien ajouter. Lorsque les biscuits furent prêts, elle les sortit du four et les posa sur un torchon pour les laisser refroidir. Silas en prit un avant qu'il ne soit refroidi et se brûla les doigts. « C'est chaud » marmonna-t-il en le retirant brusquement. « Je te l'avais dit » dit-elle en riant à nouveau. Il souffla sur le biscuit et réessaya. Cette fois, il réussit à le croquer. Son visage changea, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment. « C'est bon » dit-il, comme surpris. « Bien sûr que c'est bon » dit-elle en feignant l'offense. « Que crois-tu que je t'ai donné à manger toutes ces semaines ?» Il mâcha un instant, puis dit « Celui-ci est différent. » Clara marqua une pause. « En quoi ?»« Il a le goût de quelque chose de nouveau, » répondit-il. « Pas seulement de la nourriture, comme le début de quelque chose. » Je ne sais pas, elle rougit et baissa les yeux vers ses mains. Le lendemain matin, Clara entra dans la cuisine en s'attendant à trouver comme d'habitude du bois de chauffage, des œufs, peut-être un petit pot de confiture, mais quelque chose d'autre l'attendait. Un petit paquet enveloppé de ficelles était posé au centre de la table. Elle le déballait lentement. À l'intérieur se trouvait un bouquet de fleurs sauvages, du trèfle, de la sauge, de marguerites précoces et quelque chose de violet qu'elle ne reconnaissait pas. Pas de mots, pas de nom. Silas entra une minute plus tard, ses bottes résonnant lourdement sur le sol. Il ne dit rien au début, se contentant de se diriger vers l'évier pour se laver les mains. Puis, alors qu'il les séchait, il fit un signe de tête en direction des fleurs. « Pour la cuisine » dit-il simplement. « Ça sent à nouveau la vie. » Clara se tourna vers lui, effleurant les pétales du bout des doigts. « Merci » murmura-t-elle. Il hocha une fois la tête, puis ressortit. Plus tard dans la journée, elle se surprit à fredonner en pétrissant la pâte. C'était une chanson que sa mère chantait quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Clara n'y avait pas pensé depuis des années, mais elle lui venait maintenant aux lèvres sans effort. Ce soir-là, ils s'assirent sous le porche, regardant le ciel se teinter d'or derrière les collines. Aucun des deux ne parlait beaucoup, mais Clara remarqua que le bras de Silas était posé un peu plus près qu'auparavant, qu'il lui jetait des regards furtifs quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, qu'il expirait comme un homme qui recommence à respirer. Dans la lumière déclinante, elle le regarda. « As-tu déjà réfléchi à ce que signifie rester » demanda-t-elle doucement. Il pencha la tête, ce qui signifiait qu'il haussait les épaules. « La plupart des gens que j'ai rencontrés fuient, ils fuient les lieux, ils fuient eux-mêmes, ils fuient ce qu'ils ont perdu. Mais cet endroit, j'ai l'impression que rester ici n'est pas la même chose qu'être coincé. » Il la regarda longuement. « J'ai déjà été coincé, » dit-il. « Mais ici, je ne ressens pas la même chose. » Elle sourit, doucement et lentement. « Non, en effet. » Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de promesse faite au clair de lune, juste la chaleur de deux personnes apprenant à trouver leur place à leur manière, tranquillement. Dans ce silence simple, entouré de biscuits et de fleurs sauvages, un sourire s'épanouit, un sourire qu'aucun des deux n'avait affiché depuis des années. Le printemps revint dans les plaines, doux et coloré. Les fleurs sauvages apparurent les premières, parsemant la crête de touffes violettes et jaunes, puis l'herbe, verte et indulgente après un long hiver balayé par le vent. Le ranch, autrefois si calme qu'il semblait hanté, bourdonnait désormais d'un rythme simple, les clôtures réparées, la terre labourée, les biscuits levés avant le lever du soleil. C'est la cuisine qui avait le plus changé. Elle n'était plus seulement un endroit où l'on mangeait, elle était animée par les conversations, les rires et les odeurs qui réchauffaient même les matins les plus froids. Claraline se tenait près de la fenêtre, les mains encore couvertes de farine, et regardait Silas, de l'autre côté de la cour, enfoncer un nouveau montant dans la balustrade du porche. Sa chemise collait à son dos, maculée de sueur et de sueur. Elle sourit faiblement, puis son sourire s'évanouit. Une lettre pliée était posée sur la table derrière elle, une offre. La femme du maire de la ville était venue la semaine dernière,
avait goûté la tarte aux pêches de Clara et avait déclaré qu'elle était meilleure que tout ce qu'on pouvait trouver de ce côté-ci d'Abilène. Elle avait une boutique, une petite cuisine qui avait besoin d'un boulanger, une chance de créer son propre magasin, son propre nom au-dessus de la porte. Clara n'avait jamais eu cela, elle n'avait jamais eu grand-chose. Et pourtant, elle avait cuit un dernier pain avant le crépuscule, un pain au levain à la croûte dorée, selon la recette de sa mère. Ce soir-là, elle avait trouvé Silas sous le porche, contemplant les champs. Elle s'était assise à côté de lui, avait posé le pain entre eux et lui avait parlé doucement. « Je pensais partir », avait-elle dit. « En ville, il y a une cuisine qui m'attend, avec un four qui fonctionne et de vrais clients. » Silas acquiesça lentement. Il regarda le pain, puis elle. « Tu devrais y aller, dit-il, si c'est ce que ton cœur te dicte. » Clara déglutit. « Ce n'est pas une question de cœur, c'est pour ne pas passer à côté de ce qui pourrait être à moi. »« Je comprends, dit-il. » Il se leva et quitta le porche, rentrant dans la maison sans un mot. Elle resta assise là seule pendant longtemps, le pain intact, la nuit plus froide qu'elle ne l'avait été toute la semaine. Le lendemain matin, juste après le lever du soleil, Silas se tenait dans la grange, en train d'attacher des bottes de corde, lorsqu'il entendit des pas derrière lui. La voix de Clara était douce mais assurée. « Je suis arrivée à la lisière de la ville, dit-elle. » Il se retourna. Elle se tenait là, toujours vêtue de son tablier, un pain chaud sous le bras, sans sac de voyage. « Mais quand j'ai vu le soleil se coucher sur la crête, je n'ai pas pu partir. » Silas fit un pas vers elle, le regard interrogateur. « Je ne pars pas, continua-t-elle en lui tendant le pain. À moins que vous ne me renvoyiez. » Silas la regarda un instant. Aucun des deux ne bougea. Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit objet enveloppé dans un vieux tissu usé par des années d'utilisation. Il le déplia, c'était une bague en argent, modeste, éraflée par le temps, mais propre et intacte. Il la déposa dans la main couverte de fleurs de la jeune femme. « Alors tu n'es pas seulement embauché, dit-il d'une voix basse et rauque, tu es chez toi. » Clara cligna rapidement des yeux, ses doigts se refermant sur la bague. « J'espère que vous aimez les biscuits tous les jours, murmura-t-elle. Il sourit. « Tant qu'ils viennent avec vous. » Le soleil monta plus haut dans le ciel, projetant une lumière chaude sur la maison du ranch, la vieille clôture, la fenêtre de la cuisine avec ses rideaux rapiécés. Des oiseaux gazouillaient au loin, un moulin à vent grinçait, à l'intérieur de la cuisine, le feu crépitait. 2 tasses de café attendaient, et sur la table à côté d'elle, une seule fleur sauvage dans un bocal en verre. Ce n'était pas une demande en mariage grandiose. Il n'y avait ni bougie, ni musique, ni dentelle, mais c'était de l'amour, aussi certain que tout ce qui avait jamais existé. L'amour sous la forme d'un pain chaud, d'une bague en argent, d'une place près du feu et d'un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui en avait dit assez. Parce que parfois, votre foyer est le seul serment dont vous avez besoin.